Les langues africaines sont-elles fructives? Est-ce bien d'enseigner les enfants leur langue africaine? C'est vrai qu'on débat beaucoup sur ce sujet, c'est très intéressant. J'ai suivi une vidéo sur TikTok où certaines personnes critiquaient le Mali, en effet, disant, puisque le Mali a lancé un plan d'action de langue autochtone, c'est-à-dire apprendre aux enfants les langues autochtones à l'école, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'au Nigeria, ça a échoué. Oui, évidemment, le Nigeria a lancé ce programme il y a quelques temps et à peine quelques jours au Nigeria, ils viennent de dire non, on ne le fera plus parce que voilà, ça ne fonctionne pas. On va apprendre la langue anglaise, l'anglais aux enfants parce que ça a complètement échoué. Est-ce que ça a échoué au Nigeria? Ça a vraiment échoué. Nous avions des preuves que si l'on enseigne aux élèves dans leur langue maternelle, surtout à l'école pré-primaire et pendant les 3 premières années, ils réussissent mieux. Mais maintenant, examinons le contexte de la mise en œuvre et les résultats que nous observons. Nous allons partager des idées, ce que nous avons vu se produire dans la réalité, ce qui s'est passé auparavant et là où nous devons aller à l'avenir. Ont-ils raison de remettre en question ce qui se passe au Mali? Tout à fait. On va essayer de le découvrir tout de suite et voir combien c'est profond. Encore, ma question pour vous est celle-ci. Les langues nationales, les langues autochtones sont-elles importantes? Ou bien c'est du passe-temps, c'est du sentimentalisme, c'est de l'émotion? Est-ce qu'on peut se servir d'une langue locale, une langue maternelle pour aller en Chine, au Japon ou ailleurs faire du commerce? Ou bien on doit rester sur ce système déjà imposé depuis très longtemps, l'anglais, le français, les langues européennes qui jusque-là ont servi, d'ailleurs vous servent aujourd'hui à comprendre ce que je suis en train de raconter. Est-ce que les Africains sont prêts à mettre de côté leur orgueil et comprendre la réalité qui est, selon certains experts, les langues étrangères, c'est-à-dire européennes, sont les langues qu'il faut utiliser? On va essayer de voir le cas du Mali et le cas du Nigeria. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement de grandeur, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va essayer de décortiquer cette histoire très rapidement. Alors, je disais, des gens critiquaient le Mali farouchement sur Internet, disant que c'était une idée arriéré, c'était complètement débile de lancer un programme en 2025 où les enfants apprendraient les langues maternelles. Il y en a combien et qu'est-ce qu'on apprendra? Ça servira à quoi dans le futur? Est-ce que ça a un sens important? Avant d'y aller, il faudrait comprendre le Mali en 2025 a lancé son plan d'action national pour la décennie internationale de langue autochtone, c'est-à-dire en partenariat avec l'UNESCO. Le plan met l'accent sur la revitalisation et la sauvegarde des langues locales et comprend des mesures visant à étendre leur utilisation dans l'éducation, en particulier dans l'enseignement primaire. Alors, beaucoup de gens disent et critiquent le gouvernement malien disant qu'ils sont en train de faire ça pour essayer de faire mal à la France. C'est un peu comme dire, voilà, parce que vous ne vous entendez pas avec la France, vous faites des choses complètement absurdes dans l'objectif de prouver quelque chose à la France. Mais est-ce vrai? On va le voir. D'abord, on va voir ce qui s'est passé au Nigeria. Alors, au Nigeria, le 12 novembre 2025, il y a à peine quelques jours, au fait, le gouvernement fédéral a annoncé l'abandon de la politique nationale des langues. Ok? Abandon de la politique. Un peu comme si tu fais 2 pas en avant et puis tu dis, ah non, je rentre en arrière. Ça fait mal à beaucoup de personnes. À quoi servait cette politique? Cette politique imposait l'utilisation des langues autochtones comme langue d'enseignement dans les premières années de scolarisation. Donc, on voulait utiliser les langues locales nigérianes pour enseigner aux enfants dans les premières années. C'était ça l'objectif. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que désormais, l'anglais redeviendra la langue principale d'enseignement et d'apprentissage de la maternelle jusqu'au niveau universitaire. C'est triste, n'est-ce pas? Les gens qui veulent se libérer, qui malheureusement font 2 pas en avant pour en faire 37 en arrière. Alors pourquoi ça arrive? Parce que principalement, il y a trop de langues. Le challenge que vit le Nigeria est celui-ci. Le Nigeria a plus de 500 langues. Et choisir quelle langue utiliser dans chaque école était extrêmement complexe. Donc, on a dit, on va abandonner l'anglais pour les langues locales. Mais quelle langue locale, s'il y en a 500? Et dans quelle école? Dans quelles institutions? Vous voyez, il faut avoir un plan sur comment déposer une histoire pour en prendre une autre. Je pense qu'il est important de voir pourquoi ça a échoué au Nigeria, pour essayer de voir comment le Mali pourrait éviter les mêmes histoires. La deuxième raison pour laquelle ce programme a échoué au Nigeria, c'est le manque d'enseignants formés. La plupart des enseignants qui avaient été formés pour enseigner, c'était fait en anglais. Donc les enseignants au Nigeria sont formés pour enseigner en anglais, non en langue locale. Et évidemment, ça sera évident quand ils essaieront d'enseigner. Aucun programme massif de reconversion n'avait été mis en place, ce qui a rendu l'application de la politique très difficile dans les écoles. La troisième raison pour laquelle ça a échoué, c'est la pénurie de support pédagogique. C'est-à-dire, il n'y avait pas de livres, pas de textbook, pas de manuel scolaire, programmes et outils d'apprentissage en langue autochtone. Ceci n'avait pas été développé ni distribué. Donc, sans ressources, les enseignants n'avaient presque rien pour enseigner. Vous savez, enseigner en français et enseigner en langue locale, c'est pas la même chose, hein? Parce que les exemples ne sont pas les mêmes.
Nous qui parlons français pour vous adresser la parole, on fait beaucoup d'efforts parce qu'il faut chercher à convertir ce qu'on pense en français. Ce n'est pas la même, la culture est différente, le temps est différent et tout le bazar. La quatrième raison pour laquelle ça a échoué, c'est la préoccupation liée à la compétitivité internationale. Les parents et les décideurs pour les enfants étaient inquiets, disant, si vous enseignez mon enfant en langue locale, Bambara ou autre chose, comment fera-t-il pour aller discuter business au Japon? Si vous enseignez mon enfant soninké, mélinké, comment est-ce qu'il fera pour aller discuter en Norvège? Est-ce qu'il ne sera pas bête qu'on lui donne un texte en anglais? C'était ça le problème. Donc les parents au Nigeria ont commencé à se plaindre en disant que les enfants étaient devenus incapables de s'exprimer en anglais. Donc le gouvernement a apporté une idée selon laquelle il faut renverser la vapeur en adoptant les langues autochtones. Les parents disent non, regardez, finalement nos enfants, ils ne parlent plus l'anglais, leur anglais est penché, c'est très compliqué, nous on s'inquiète. La sixième raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de conception de la politique. Le gouvernement nigérian avait annoncé, naturellement, la politique sans préparer de manière adéquate. Okay? Il n'y avait aucun projet pilote, aucune mise en œuvre progressive, c'est-à-dire il n'y a pas eu de projet petit à petit, mollo, c'était directement de rouge à noir. Il n'y a eu ni budget prévu pour la formation et le support pédagogique. On ne peut pas dire on va arrêter d'enseigner en français pour parler en bambara ou en soniké sans avoir prévu de l'argent pour dépenser dans le mécanisme de fabrication des livres en bambara ou en soniké. Ça, c'est absurde. Vous ferez comment? C'est le maître ou le professeur qui doit aller retraduire cela en langue locale. Ça ne fonctionnera pas. Premièrement, il fallait lancer des projets pilotes régionaux dans les zones où les langues locales dominantes est déjà utilisées. C'est-à-dire, même dans un pays où il y a plusieurs langues, 500 langues, il y a quelques langues qui sont proéminentes, imposées, quelque part. Donc, il y a, dans certains secteurs, même s'il y a plusieurs ethnies, il y a quand même une langue qu'on utilise. Okay? On ne va pas chercher une langue plus interne, on cherche une langue que beaucoup parlent déjà pour l'imposer. Au Nigeria, par exemple, on aurait pu utiliser le Yoruba à Lagos, le Hausa à Kano, le Igbo à Enugu, là où les langues sont déjà parlées. Cela, évidemment, aurait permis de tester les méthodes avant le déploiement national. Je ne sais pas si en Mali, on le fait déjà. Donc, avant le déploiement national, les grandes langues ou les langues les plus parlées auraient pu être utilisées pour commencer. La deuxième chose pour faire réussir ce projet aurait été la formation des enseignants. Il fallait investir dans une reconversion à grande échelle pour que les enseignants soient à la fois compétents et confiants lorsqu'ils enseignent dans les langues locales. Vous savez, parler en anglais et parler en français, c'est pas la même chose. Si c'est un anglophone comme nous là, parler en français, c'est difficile. Ok? Et en plus de cela, il y a plusieurs langues afro que nous connaissons. Ça devient compliqué. Il faut une formation pour parler convenablement dans une langue qui est étrangère comme le français. Dans ce cas, les langues locales chez les Nigérians. Ceci, évidemment, s'applique aussi pas seulement au Mali, mais dans beaucoup de pays africains qui veulent retrouver l'authenticité. Okay? C'est bien beau de dire on veut les langues locales. Il y a beaucoup de choses qui doivent être insérées avant de faire ça. Donc, formation des enseignants, c'est très important. Deuxièmement, développement de programmes et des matériels. Il faut avoir des livres dans les langues locales. En bambara, en soniké, en mélinké, en diaoura, en wakara, en fan, en gan. Il faut créer des manuels et des livres d'histoire et de ressources numériques en langue autochtone. Les enfants ont besoin de support pédagogique. Quand vous racontez l'histoire de Petit Chaperon Rouge, ça doit être dans sa langue maternelle. Ça doit être dans la langue locale. Ça doit être une langue profonde dans son cœur. Comme ça, il apprend. Sinon, ça devient compliqué. Autre chose qui aurait pu aider, c'est l'adhésion des communautés. Donc, beaucoup de parents, évidemment, étaient réticents, craignant que l'anglais soit mis à côté. Il fallait une approche bilingue, c'est-à-dire dire on ne va pas complètement éradiquer l'anglais, mais on va enseigner aux enfants les langues locales, mais petit à petit, mollo, apporter l'anglais. Comme ça, les parents seraient calmes dans leur cœur. Quand un père ou une mère est en train de mettre la pression sur son enfant, ou n'est pas content, l'enfant n'étudiera pas, même si vous voulez forcer une langue. Ça ne marchera pas. Et aussi, je pense qu'au lieu d'un déploiement immédiat, national brusque, il fallait progressivement aller partie par partie, mollo par mollo, étape par étape, de manière progressive, peut-être dans 10 ans, voir comment ça évolue et comment ça avance. Ce n'est pas facile d'arrêter directement de manger la viande. Il faut diminuer mollo. Moi, je ne mange pas. Et je sais que on a commencé par couper le truc là, ensuite on a coupé la vache, le bœuf, après ensuite on a coupé le limbe. Limbe, c'est quoi en français, je ne sais plus. On coupe mollo, ensuite on a coupé le chicken. Donc c'est petit à petit on coupe. On ne peut pas couper directement, ça devient très compliqué. Sinon tu as faim, sinon ça devient psychologique et tu commences à crever de machin histoire. C'est bien triste dans cette histoire, le Nigeria renverse la vapeur dans une histoire qui apparemment était panafricaniste, mais qui malheureusement aujourd'hui
n'a pas fonctionné. Les gens accusent le Nigeria de corruption et aussi de détournement de fonds. Donc le gouvernement aurait déboursé de l'argent pour commencer ce programme, pour des formations, pour peut-être acheter des histoires, des outillages nécessaires. Mais vous savez, généralement, comme les Africains le font, c'est triste. Quand on dit ça, les gens, ce n'est pas une mentalité africaine, c'est l'homme. Non, 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 non. Chez les hommes, c'est développé, là-bas chez eux. Voilà pourquoi vous traversez la Méditerranée. Et il faut que ça vous dérange. Okay? Il faut avoir des gens qui vous dérangent comme nous, sinon vous vivez trop bien. Chez les autres, ça avance. Il n'y a pas que l'Africain, mais chez eux, ça avance. Chez vous, c'est toujours comme ça. Vous insultez, mais c'est leur langue qu'on utilise. Même aux écoles. C'est très compliqué. Mais avant de quitter, on va parler de cet homme ici. Mobutu Sese Seko Ngwendu Wazabanga, le président du Zaïre. Le Zaïre, ce pays ici, que vous connaissez aujourd'hui comme République démocratique du Congo, à l'époque était un pays très respecté, un pays fort et confiance, nimbé d'hommes avec beaucoup de maturité et d'intellectualisme réel. Le Zaïre a beaucoup changé. À l'époque, dans les années 74, M. Mobutu, le président, a apporté ce qu'on appelle l'authenticité au Zaïre. L'authenticité, simplement, voulait dire que l'homme africain devrait embrasser fièrement sa culture et son origine, ses traditions sans difficulté. À l'époque, au Zaïre, les Noirs avaient des noms très européanisés, comme Jean-Christophe Rouconger, Jean-Marie Kroumenacker, Amidal Balladur, des trucs comme ça, absolument du non-vu, quoi. Et monsieur président Mobutu a dit c'est complètement incohérent. Comment ça se fait qu'un Africain pourrait avoir un nom totalement étranger? Ça n'a aucun sens. Je ne verrai jamais un Israélien porter le nom de Moussungu ou Moussavou. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que toi tu t'appelles Arishmael Abalalel? Que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? C'est malade, ce genre d'histoire. Il y a des noms bizarres en RDC. Plamidi, plan de Dieu dans ma vie. Ah, c'est pas possible. Plamévi. C'est quoi ces histoires? Amsnavi, amour du Seigneur dans ma vie. C'est quoi ce genre de bêtises? Ce sont des bêtises. Et les noms simples comme Kimia, Elikia, des noms comme Bro, Mpia, qui ont beaucoup de sens, ont été complètement rejetés, évidemment, parce qu'on veut européaniser tout. On pense que plus qu'on est européen, plus c'est stylé. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus jamais des Mbo. Il n'y a pas de Mbo, des Mpia, des Ntimba, des Nzuzi, des noms très beaux. Des Malaïka. C'est vrai, les swahiliphones sont un peu plus attachés. Les swahiliphones ont des noms, beaucoup en ont. Omari, Malaïka, Kimia, des trucs comme ça. Donc Mobutu a apporté une bonne histoire. L'objectif était de faire retrouver à l'Africain son identité profonde. C'est grâce à Mobutu qu'aujourd'hui vous voyez des Congolais qui s'appellent Jean-Marc Mokengele, Patrick Mbambala, c'est toujours des noms comme ça, Mbambala, Ngembele, Ndombole, enfin bref, Ndombolo. Donc, il faut remercier Mobutu Sese Seko. Il a fait un travail énorme, un travail puissant. C'est vrai, plus tard, il a beaucoup changé avec le temps, a adoré le pouvoir, on l'a idolâtré. Naturellement, les Africains rendent des chefs dictateurs. Ce sont les Africains qui font ça. Les Bantous rendent les chefs dictateurs. Pourquoi? En le célébrant, en le louant, en le glorifiant, en lui montrant combien il est inébranlable. Et c'est ça, peu à peu, il gagne cette saveur et commence à devenir et réagir comme des... Et ce ne sont pas seulement des présidents, même des pasteurs, même des hommes, des dieux, entre parenthèses, qui au départ ont commencé comme éléments réels pour la foi, finalement se perçoivent comme des dieux eux-mêmes. Donc c'est ça, malheureusement au Nigeria, ça n'a pas réussi. Ils sont rentrés en anglais, donc il y a 2 jours, le Nigeria a renversé la vapeur. Ça ne sera plus les langues autochtones, c'est très compliqué. Il y a beaucoup trop de langues, 500 langues c'est beaucoup. Il n'y a pas des enseignants formés, il n'y a pas de formation. L'argent a été distribué, on a volé. Pénurie de support pédagogique, il n'y a pas des livres en langue. Préoccupation de la compétitivité internationale, il y a les parents qui s'inquiètent, est-ce que les enfants seront bêtes à l'international ou quoi? Finalement, ils parlent plus bien anglais. Donc, c'est ça. Les francophones ont cette culture de moquer les gens qui parlent pas bien français. C'est incroyable. Problème de conception politique, c'est difficile.
Donc, je pense que c'est un modèle intéressant pour que les autres pays africains ne tombent pas dans les mêmes trous. Il faut toujours apprendre, même de ceux qui tombent. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre contribution est toujours très nécessaire. C'est bien de vous lire, ok? Toujours dans le respect. On veut savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce qui ferait réussir cette histoire? Quelle est la langue qui unirait les Africains, en fin de compte? La Chine évolue en chinois. Ils ont progressé, c'est réel. Mais ils ont appris chinois. Ils connaissent mandarin. C'est quoi la langue que les Africains peuvent adopter? Le swahili est une langue proéminente, forte et très jolie. La langue la plus parlée en Afrique. Les Africains sont-ils prêts à apprendre? Ce monsieur, vous le connaissez? Regardez la taille de ses jambes. Regardez ses derrières. Waouh! Nonkululeko Dlamini, un Sud-Africain, un Zoulou, de la race de Shaka Zulu. Nonkululeko, the king of squat, le roi du squat. Squat, évidemment, c'est faire le machin histoire. Pourquoi il le fait? C'est un programme très spécialisé pour objectif de développer les derrières. Et pourquoi développer les derrières? Parce qu'apparemment, en Afrique, on adore les derrières. Pourquoi vous adorez les derrières? Vous n'aimez pas les femmes plates, tout ça? C'est bizarre. En Europe, on aime les femmes plates parce que c'est portable, c'est squeezable, c'est dégageable. Les derrières, ça pèse. C'est pas facile du tout. C'est bizarre. Les hommes et les femmes adorent les derrières. C'est quand même bizarre qu'il y ait un standard assez différent de beauté d'un endroit à un autre. Et c'est donc difficile de dire ce qui est vraiment beau pour toute une communauté mixée, hétéroclite. La beauté dépend d'un endroit à un autre. La beauté aux États-Unis, chez les Allemands, Américains, n'est pas tout à fait la beauté chez les Afro-Américains. Enfin bref. Donc Nonkululeko Dlamini est un entraîneur sud-africain connu pour ses squats, très apprécié par les femmes généralement, parce qu'évidemment la plupart des femmes en Afrique veulent des derrières bien, des ronrons, enfin bref, vous comprenez. Et monsieur apparemment, il a bon exemple, enfin quoi de mieux que vendre soi-même ce qu'on est, en tant qu'homme surtout, sans avoir l'estrogène qu'ont les femmes, avoir ce genre de muscles derrière. Donc beaucoup de personnes sont très intéressées par ces programmes. Mais curieusement, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont intéressés à ces programmes, qui s'y associent. Monsieur Nonkululeko Dlamini a beaucoup voyagé, il a fait beaucoup de pays, le Botswana, la Namibie, l'Ouganda, il a fait beaucoup d'endroits. Il est aussi parti au Burkina Faso, évidemment, à part le Kenya, dans l'objectif de pas seulement donner ses entraînements de squat, mais aussi de connecter avec des peuples africains, des peuples frères. Arrivé au Burkina Faso, apparemment son programme avait été annulé. Programme de fitness annulé pour des raisons pas tout à fait éclairées, mais d'après ce qu'on comprend, on dit que le Burkina Faso a d'autres priorités qu'il y a à gérer, d'autres problèmes à résorber, que de trouver des solutions aux personnes qui ont besoin d'avoir des gros derrière. Au Burkina Faso, on dit le show sera annulé. Je pense qu'on a présenté comme élément un manque de certificat ou un manque d'autorisation. Il n'y a pas eu d'autorisation officielle pour autoriser le show. Enfin, comprenez qu'on peut sortir n'importe quoi aussi pour annuler un truc qu'on ne veut pas. Prétextant, voilà, il y a un papier qui manque, tout ça. Quand on veut, bon, des fois, on n'a même pas besoin d'autoriser. C'est une réunion, si c'était le football ou une réunion de fitness sans faire les derrière, c'est certainement personne. On dira, écoutez, c'est entre Africains, c'est pas un problème. Donc, sur le plan éthique, le Burkina Faso juge que ce n'est pas aussi intéressant que ça. Ce n'est pas une priorité. Peut-être que la tendance est un peu sexualisée. Vous comprenez? Quand on voit ça, on pense à quoi? On pense au derrière. Mais je pense qu'il est important pour le monsieur Nonkululeko, qui est quand même assez intelligent. Comprenez que dans la vie, rien ne dure pour toujours. Vous connaissez ce gars ici? Cisco. Le musicien américain Cisco, vous connaissez? Cisco, vous connaissez? Adi Pijolo for me. Il est où? Il est plus, C'est bon. Il n'est plus là. On le voit plus, n'est-ce pas? Vous connaissez ce monsieur ici? MC Hammer. Il était grand à l'époque, n'est-ce pas? Il est toujours vivant, je crois, n'est-ce pas? Il est où? Il est plus. Ce monsieur-là, Wesley Snipes, l'américain, l'acteur, qui n'a pas connu. Le Demolition Man. Il n'est plus. C'est-à-dire simplement que dans la vie, il y a un temps pour tout. Ce sont les épisodes qui se succèdent. Vous êtes là aujourd'hui, demain ça passe. Donc il faut maximiser les opportunités que vous recevez du créateur. Et moi, je me pose la question, pourquoi il n'a pas fait d'application ou un truc technologique comme le font généralement d'autres professeurs de fitness ou d'esthétique physique. Il y a des Américains qui se sont fait beaucoup d'argent à travers ça. On fait un programme, un truc là nutritionnel, et puis vous achetez et vous commencez votre programme pour avoir votre gros niache. Mais le monsieur n'a pas fait. Mais il est en train de faire ça comme ça. Sans comprendre qu'il peut être copié par n'importe qui. Il est en train d'être copié, c'est vrai qu'on peut pas copier ses derrière, mais on le copie. Et ça ne durera pas toujours parce que la réalité est que la façon dont les gens le percevaient comme une superstar au départ quand il commençait, aujourd'hui c'est pas la même chose. Donc c'est ça. Quelquefois, Dieu te donne un petit truc là comme ça négligeable. Je
pense que c'est à travers ça qu'il faut maximiser. Parce que ce sont les opportunités qui viennent et quand ça part pour toujours. Toujours au Burkina Faso, un pays que j'aime personnellement, l'homme burkinabé, la femme burkinabé. Salut à vous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au Burkina Faso, on a arrêté des agents de Faso Mebo. Ils ont été sanctionnés pour cause d'indiscipline et d'activité impromptue. C'est-à-dire des agents de Faso Mebo ont été aussi soumis à la punition que beaucoup de criminels reçoivent. Un programme lancé en octobre 2024 dans l'objectif d'embellir les villes, améliorer l'urbanisme et stimuler le développement local. Le projet, évidemment, mobilise des brigades des agents publics pour des travaux d'aménagement, de nettoyage et de reboisement. Ça m'a servi de leçon et il m'a permis de comprendre que les biens publics ne sont pas à utiliser comme personnel. Donc, normalement, pour développer un pays africain, il faut développer le cerveau. C'est aussi simple que ça. Je sais que si une personne d'une autre race le dirait, on dirait qu'il est raciste. Mais c'est la vérité. Avant de parler de développement en Afrique, il faut parler de comportement. Et Faso Mebo a pour objectif de changer l'homme burkinabé. Okay? Au Burkina Faso, quand tu speed up, okay, tu vas en grande vitesse, on ne te jette pas en prison ou on ne te fait pas payer l'argent qu'on te fait payer généralement. On te demande d'aller faire des travaux publics pour la communauté. C'est gênant, n'est-ce pas? Mais tu fais quelque chose pour la nation. Et avec ça, ça te transforme dès l'intérieur. Tu fais des grosses bêtises, on t'envoie aller faire des travaux. Et je pense que c'est important, c'est une stratégie qui fonctionne. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait gagner le peuple en faisant quoi? Ça améliore la situation, okay, ça bonifie la nature et aussi ça améliore la personne à l'intérieur. Alors les agents de Faso Mebo qui sont censés promouvoir cette mentalité, censée construire, améliorer, reboiser, lustrer le pays, parmi eux, malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas tout à fait bien dans la tête. On a d'ailleurs vu une histoire ici, un monsieur qui travaillait dans l'électricité dans un stade, qui aurait volé un gros câble électrique. Imaginez-vous un peu, vous allez dans un stade, on fait confiance, on vous laisse seul, vous enlevez un gros câble pour aller vendre. Il avait été arrêté, on l'a imposé ce travaux à travers ce programme de... Maintenant, le grand problème ici, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Faso Mebo, qui aussi ont été accusés par la population de faire des trucs inacceptables. L'exemple parfait, par exemple, quand une personne conduit une voiture censée être impliquée dans une construction publique, et la personne conduisant la voiture va se retrouver dans un coin obscur, les gens peuvent appeler le gouvernement pour dire, écoutez, on a vu un monsieur ici censé travailler, il le fait pas. C'est important ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très important. En Afrique, il est important de faire ces genres de rapports. Parce que quand il n'y a pas de suivi, c'est comme ça que les gens commencent à voler l'argent du contribuable. Quand il n'y a pas de suivi, les gens commencent à user des biens de l'État pour des fins personnelles. Quand il n'y a pas de suivi, c'est ce genre d'histoire qui arrive. Et c'est la meilleure façon de pouvoir traiter avec ces gens. Mais comme ce monsieur explique ici, on va suivre, il explique que les gens en font un peu trop. Ils ont été soumis donc aux travaux d'intérêt communautaire et ça continue jusqu'à présent. Voilà. Par rapport à ça, nous profitons lancer un appel à l'endroit de toute la population et pour dire que l'utilisation donc des moyens de l'État, des moyens de service là ne saurait donc être détournés pour des activités personnelles. Nous appelons les gens à respecter vraiment cette règle-là et à en faire une rigueur dans les différents services. Évitons que le personnel utilise les moyens qui nous ont été donc confiés par l'État, lesquels moyens donc nous ont coûté cher, pour mener leurs activités personnelles et pour mener leurs activités rentables. C'est vraiment dommage. Voilà. Nous invitons aussi la population qui, par moment, est responsable de ces faits-là, à tenir compte, voilà, des efforts qu'on est en train de mener pour les mettre elles-mêmes à l'aise. Je parle de ces populations, en évitant de contourner pour rechercher la facilité. Donc les gens commencent à s'accuser mutuellement, même pour de faux. Ça devient un peu comme le genre de ce qu'on voyait en France il y a très très longtemps, pendant l'époque où il y avait encore des sorciers et des sorcières. On tuait les sorciers en France, hein, on les brûlait vivants. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens accusaient des ennemis, des gens qu'ils aimaient pas. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Et ces gens se faisaient brûler sans enquête. Comment vous enquêtez une sorcellerie? Et aussi, on risque de se retrouver au Burkina Faso dans un point où les gens commencent à appeler pour n'importe quoi. Ah, il est sorti de la voiture trop tôt. Ah, il m'a regardé de manière inappropriée. Il faut le... Donc c'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso a mal fait d'interrompre le show de M. Nkouloulekou? Bon, les gens se posent beaucoup de... Alors, une histoire complètement malade. 153 Palestiniens se sont retrouvés à l'aéroport de Johannesburg, en Afrique du Sud. 153 Palestiniens avec le document très compliqué, c'est-à-dire ils avaient des passeports mais sans cachet de sortie. Vous comprenez? Cachet de sortie, il n'y en a pas. On ne peut pas déterminer d'où ils venaient. 153 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, femmes enceintes,
se retrouvent à Johannesburg à l'aéroport et on ne sait pas quoi faire avec eux. L'immigration était tellement bousculée, on a appelé les supérieurs. Le président lui-même est sorti pour faire un discours confirmant que les Palestiniens étaient les bienvenus dans le pays et ils peuvent rester s'ils désirent. Alors d'où venait ce vol? Après investigation, il a été découvert que le vol affrété était en provenance de Nairobi au Kenya. Arrivé à Johannesburg avec 153 personnes, les Palestiniens dont des familles, des enfants et une femme enceinte de 9 mois. Elle aussi, elle est tombée enceinte pendant la guerre. Tombée enceinte pendant la guerre. Comment ils ont fait ça? Waouh! Les agents d'immigration ont constaté l'absence de tampons de sortie délivrés par les autorités israéliennes. Évidemment, comment sortiriez-vous de Gaza sans l'affront d'Israël? Est-ce possible? Est-ce qu'on peut quitter Gaza sans que eux sachent que vous avez quitté Gaza? Où sont leurs facilitations? Point d'interrogation. Alors les passagers sont restés à bord de l'avion pendant 12 heures avant de les débarquer parce qu'il fallait savoir d'où ils venaient. C'était en provenance d'où? Bon, on sait premièrement que là-bas, on ne veut pas d'eux. Okay? On veut qu'ils partent. Ils veulent le terrain. Ils veulent rebâtir et faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils font? En général, naturellement, ils prendraient ces personnes et les enverraient dans un pays, quelque part, pays tiers. Okay? Et ici, on l'envoyait où? Au Kenya. Le Kenya a dit, ah non, nous, on ne veut pas. On envoie ça en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que les Sud-Africains, eux, sont apparemment très amicaux par rapport aux Palestiniens. D'ailleurs, ils sont partis à la Cour pénale internationale pour aller porter plainte contre le pays qu'on ne cite pas. N'est-ce pas? On les envoie là-bas. Donc l'avion était envoyé depuis le Kenya à partir de nulle part. Donc c'est-à-dire, on ne sait pas la provenance, première. On sait que c'est venu du Kenya. Ensuite, à Johannesburg. Le président gentiment a dit ceci. Hier, nous avons eu un avion transportant nous transportions 160 Palestiniens qui ont atterri à OR Tambo. Et ce sont des personnes venant de Gaza qui, d'une manière ou d'une autre, ont mystérieusement été mises dans un avion qui est passé par Nairobi et est arrivé ici. Et j'en ai entendu parler par mon ministre de l'Intérieur qui voulait savoir « Que faisons-nous maintenant ?» Et j'ai dit « Nous ne pouvons pas les renvoyer. Même s'ils n'ont pas les documents et papiers nécessaires, ce sont des personnes venant d'un pays ravagé par les conflits, déchiré par la guerre. Et par compassion, par empathie, nous devons les accueillir. » Le président dit qu'ils sont les bienvenus, ils peuvent rester, il n'y a pas de difficulté, il n'y a aucun problème, ils peuvent rester. Le ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud a précisé que les Palestiniens n'avaient pas demandé d'asile en Afrique du Sud. Mais le gouvernement a jugé que c'était important pour des raisons humanitaires qu'on les accepte dans le pays. C'est génial, n'est-ce pas? La sympathie, la générosité, la cadence que démontre le président Cyril Ramaphosa à l'égard des Palestiniens. C'est une très bonne chose. On sait que l'Afrique du Sud a des rapports très proches par rapport à la Palestine. Depuis Nelson Mandela et Yasser Arafat qui étaient très proches à l'époque. Parce qu'évidemment, l'Afrique du Sud a aussi traversé des revers très similaires pendant l'apartheid. Ils ont traversé des moments très difficiles. Donc ils associent cela quelque part à ce que vivent les Palestiniens. Et Mandela, avant sa mort d'ailleurs, avait dit que l'Afrique du Sud ne pouvait pas se prétendre être libre si la Palestine ne l'était pas. Donc, il fallait le montrer. On est parti en justice, il fallait aussi le prouver. On vous envoie 150 personnes, prenez-en soin. L'Afrique du Sud dit OK, parce que qu'est-ce qu'ils allaient faire? Si les Sud-Africains disaient non, on n'en veut pas, ça serait un peu hypocrite. Mais vous êtes ceux qui sont partis accuser les autres là-bas. Comment ça se fait qu'ils viennent chez vous, vous les renvoyez? Parce qu'ils n'ont pas des documents. Ils n'avaient pas de choix. Alors, est-ce une bonne chose ou pas? Bah, écoutez, vous savez, les bonnes choses, quelquefois, apportent des bonnes choses. Les bonnes choses, quelquefois, malheureusement, apportent des choses pas tout à fait bonnes. Okay? Il faut le dire. Je pense qu'il serait complètement immature de dire que, bah, c'est bien, il faut accueillir les gens sans regarder le revers du décor. C'est très important. Regarder l'autre côté de la chose, c'est toujours aussi important. Pourquoi? Et si les Palestiniens arrivés en Afrique du Sud n'étaient pas tout à fait contents? Après quelque temps, évidemment, après avoir joui de leur présence, de la chaleur sud-africaine, se disent, écoutez, vous Sud-Africains, vous dansez un peu trop, hein, par rapport à nos demandes ou notre façon de vivre, on n'aime pas trop votre système de vie. Voilà, il faudrait que les choses changent. Vous Sud-Africains, vous buvez un peu trop. Nous sommes musulmans, on ne boit pas comme ça, c'est complètement inacceptable. Dans ce cas, on ne peut pas vivre en communauté, il va y avoir des difficultés. Qu'est-ce qui se passerait? Ça vous étonne? Soyez pas étonnés. Et si peut-être, dans le futur, les enfants de ces Palestiniens, qui naissaient ou naîtraient peut-être en Afrique du Sud après plusieurs moments, grandiraient là-bas, deviendraient des hommes respectables en société. En fin de compte, ils diraient quoi? Ils diraient qu'ils appartiennent aussi à l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Je vous rappelle que l'Afrique du Sud est un pays très divers, très hétéroclite,
Donc, il y a plusieurs sortes et formes de personnes. Il y a les Blancs, les Noirs, les Chinois, les Indiens et tout le bazar. Les Palestiniens vont simplement rajouter dans un groupe de personnes qui existent déjà en Afrique du Sud. Et si les enfants des Palestiniens, en fin de compte, disaient, nous aussi, on veut diriger le pays, parce que nous sommes nés ici, nous sommes d'ici, n'est-ce pas? Ça vous étonne? Ne soyez pas étonnés, ce sont des histoires qui sont passées. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Vous connaissez Hawaï? Vous voyez Hawaï sur la carte? Voilà, Hawaï. Comment c'est devenu les États-Unis d'Amérique, vous savez? Hawaï avait sa propre façon d'exister, son propre système, son propre royaume, son propre roi, qu'on appelait le roi Kamehameha à l'époque. Évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, le roi Kamehameha régnait sur Hawaï. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À l'arrivée des missionnaires, évidemment, ils sont venus gentiment en 1820 pour dire aux Hawaïens, écoutez, nous sommes gentils, sympathiques, envoyés de Dieu. On vous apporte la bonne nouvelle, le gospel chrétien. Okay, monsieur, madame, ne vous inquiétez pas, on n'est pas bourré, on n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit ou d'appartenir au tout le bazar. On sera là, on va créer quelques écoles pour éduquer vos enfants et nos enfants. Si vous désirez envoyer vos enfants, en tout cas, on n'a aucun problème avec vous. Les Hawaïens, comme ils sont gentils, comme les Africains en général, parce que les Africains ont été généralement très sympathiques, ou peut-être un peu trop sympathiques, il faut le dire, à l'égard des étrangers qui vinrent à l'époque, prétextant qu'ils venaient avec le gospel, n'est-ce pas? Et en fin de compte, c'était quoi? C'était une histoire sordide. Dans le cas de la Tanzanie, par exemple, les Allemands sont venus prêcher le gospel. Quelque temps plus tard, c'était plus le gospel, hein. Ils ont essayé de forcer les Tanzaniens à travailler dans les champs pour envoyer les revenus en Allemagne. Les Tanzaniens ont dit non, ça c'est chez nous. On vous a accueillis gentiment, sympathiquement. On vous a même donné parmi nos sœurs les meilleures. Pourquoi voulez-vous nous traiter ainsi? Et la guerre commença. Une brutale guerre entre les Maïmaï et les Mau et les Allemands. Les Allemands, finalement, ont fait quoi? Ils ont demandé de renfort. Ils sont venus bombarder complètement la Tanzanie à l'époque, le Tanganyika. Alors, continuons l'histoire d'Hawaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Hawaï? Les colons et les missionnaires ont fait des enfants. Évidemment, vécu en communauté, ils ont fait des enfants. Mais après leur mort, ces enfants qui naquirent là-bas, grandirent là-bas, acquérirent aussi la mentalité. Mais avec un zeste européen. Évidemment, tu nais là-bas, mais tu es quand même européen dans la tête. Ils se disent, écoutez, nous, on n'aime pas la façon dont la monarchie dirige Hawaï. Et nous, on a le droit de nous diriger nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes d'ici, nous sommes nés ici. Nous appartenons aussi ici. Vous ne pouvez pas nous chasser parce que nous sommes nés ici, n'est-ce pas? Rappelez-vous, leurs parents sont venus en missionnaire, ok? Pour prêcher la parole. En fin de compte, ils ont demandé gentiment de rester, d'être acceptés. C'est simplement pour prêcher. Ils ont fait des enfants. Mais ces enfants qui ont grandi, en fin de compte, ont dit quoi? Nous aussi, on veut la part. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont renversé la reine. Après avoir converti plusieurs Hawaïens au christianisme, en 1893, un groupe principalement composé d'hommes d'affaires blancs et descendants de missionnaires, soutenus par la marine américaine, ont renversé la reine Liliuokalani, la dernière souveraine d'Hawaï. C'était comme ça. C'est à partir de là, quelques temps plus tard, que les États-Unis, en 1898, que les États-Unis ont officiellement annexé Hawaï aux États-Unis. Et Hawaï est devenu les États-Unis d'Amérique. Rien de nouveau sur Terre. Et si les Palestiniens qui partent, c'est vrai, on ne dit pas qu'ils le feront, c'est hypothétique. S'ils partaient là-bas, en fin de compte, ils disent, bon, écoutez, nous, on n'aime pas votre système, nous sommes musulmans, on n'aime pas la boisson que vous voyez. Nous, il faut qu'on crée un truc à nous. Vous faites quoi? Nous, en tout cas, votre système, bien qu'il y ait des musulmans ici, écoutez, votre style d'islam, on n'aime pas trop, c'est trop mou. Un peu comme Boko Haram avec les autres. Les Boko Haram, apparemment, tuent aussi les musulmans, hein, parce qu'ils sont trop mous par rapport à eux. C'est ça. L'Afrique, jusqu'à quand sera-t-elle bonne? Au point de toujours se mettre le doigt dans le nez jusqu'à la clavicule, comme le disait quelqu'un que je respecte. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez. 153 Palestiniens débarquent mystérieusement à l'aéroport OR Tambo de Johannesburg en provenance du Kenya. Le Kenya les a balancés, mais le Kenya les a reçus de quelque part. Leur passeport ne signale pas, il n'y a pas de tampon de sortie. Mais on sait qu'on ne peut pas quitter Gaza sans... Enfin bref, toujours avec beaucoup de plaisir. Faites votre commentaire, c'est important. Ça fait du bien de vous lire, nous vous semblons très intelligents. Comment réagirez-vous dans ces conditions? Faudrait-il s'inquiéter? Parce qu'évidemment, là-bas, on ne veut plus de ces personnes. On veut trouver tout ce qu'il y a comme moyen pour s'en débarrasser. God bless.